92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com et maintenant on peut le dire aussi sur l'application Radio Grand Lac que vous pouvez télécharger sur vos App Store, Play Store, tout ce que vous voulez. Oui, je sais plus quoi. Là aussi, c'est App Store ou Android Store. Android Store, oui, plutôt Play Store, je sais plus. Et puis, bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Tous les replays sont disponibles. Il y en a 15 et ils sont généralement disponibles 2 à 3 jours après l'émission. Donc voilà, si vous avez raté une émission, vous pouvez la rattraper sans aucun problème. Je suis là ce soir heureux de vous accueillir avec une équipe complète. Nous avons Guillaume qui est revenu. Bonsoir, oui, ça y est, des petits aléas, une petite opération de l'appendicite, et puis après une semaine pour s'en remettre, et puis le travail la semaine dernière, mais me voilà de retour et très content d'être là. Et puis on accueille, c'est la deuxième fois qu'on accueille Vincent à l'émission. Bonsoir Vincent. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis merci encore de m'accueillir pour cette deuxième semaine et puis de faire la connaissance de Guillaume. C'est un plaisir partagé en tout cas. Voilà, donc une équipe complète. Comme d'habitude, au sommaire, nous allons commencer avec les sorties de la semaine. Alors on va pas se mentir, c'est une semaine plutôt... C'est calme, c'est très calme. C'est très calme. Alors je vais même vous dire une chose, le mois de mars va être très très calme. Il n'y a pas un petit blockbuster Non. Il n'y a rien. Ah mais non, parce que tout ce qui devait sortir en mars avait été décalé. A été décalé. C'est ça, voilà. Comment il s'appelle, Craven, tout ça, oui, ça devait sortir là. Non. Si. Non, ça devait sortir en octobre l'année dernière. Mais bon après, Craven, c'est pas un gros problème. C'est un blockbuster. Voilà. Mais du coup, le mois de mars va être calme cette semaine aussi, mais il y a quand même de quoi, je pense, se mettre une ou deux pépites sous la dent. En avis sur les sorties de la semaine dernière, nous vous parlerons de La Salle des profs, qui était nommée à l'Oscar du meilleur film étranger. Nous vous parlerons aussi de Ferrari, de Michael Mann, et Guillaume a vu La Demoiselle et le Dragon, sortie sur Netflix. Donc voilà, 3 sorties de la semaine dernière, et le focus ce soir est consacré, bien évidemment, c'est l'actualité, la cérémonie des Oscars qui a eu lieu ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi. Je ne sais pas si vous avez veillé. Moi, oui. Ah, tu as veillé. Oui, alors, au final, je me suis laissé piéger par cette cérémonie qui est sans doute la meilleure en termes de présentation depuis un bon paquet d'années. Il y avait des bons moments pour une fois. Franchement, il n'y a pas eu de scandale. C'est la deuxième année où nous n'avons pas de scandale. Ça se passe bien. Oui, mais c'est presque triste. D'ailleurs, je vous ai préparé un top 5 des meilleurs scandales des Oscars. Là, mais ça va être sympa. Là, tu nous ravis. Là, oui, quand même. Mais en plus, d'ailleurs, ça va nous rafraîchir la mémoire parce que il y a un scandale qu'on se souvient tous, même si sans l'avoir vu. C'est varié là. Un certain Marlon. Oui, on commence en gros par la gifle de Will Smith, puis après on revient un petit peu dans le temps. C'est vrai que la gifle de Will Smith, c'était quelque chose. Oui, on a La La Land, on a Marlon Brando, on a Adrian Brody, et on a également Shakespeare in Love face au soldat Ryan, mais je vous parlerai de ça tout à l'heure. Ah oui, ça c'est vrai que c'était un grand scandale. Oui, voilà. Mais voilà, donc un programme assez varié pour ce soir, et bien évidemment nous allons commencer par les sorties de la semaine, n'est-ce pas Guillaume ? Oui, tout à fait, puisque nous avons Heureux Gagnant, une comédie donc de Maxime Govard et Romain Choet avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy et Anouk Grimbert. Ça raconte pas mal de choses. Visiblement, ce serait un film à sketch, d'après ce que tu nous as dit. Donc, une chance sur 19 millions. Plus de probabilité d'être frappé par une météorite que de gagner au loto. Pour nos heureux gagnants, le rêve va rapidement se transformer en cauchemar et leur vie va voler en éclats dans un spectaculaire feu d'artifice de comédie noire et de sensations fortes. On écoute tout de suite un petit extrait. 5 millions. On va avoir la vie qu'on mérite avec 5 millions. Bienvenue au tirage Top Million de ce jeudi. Allez, c'est parti pour le tirage de ce soir. Rends-moi riche que je me casse de ce mouroir. Avons-nous ce soir un heureux gagnant? Le 13. Le 13. J'arrive pas à réaliser, j'ai pas dormi de la nuit. Et donc ce sera disponible dans toutes vos plus grandes salles, l'Étoile du Lac, Aix-les-Bains et le Pâté Chambéry. Alors, je m'étais mis, je vais foncer le voir, étant très fan de Fabrice Eboué, vu que je l'ai vu en spectacle récemment. Mais le fait que ce soit un film à sketch me refroidit un petit peu. On verra. Ça serait peut-être bien. Enfin, il faut voir. Faut voir. Pourquoi
Autre sortie, mon cher Kevin. Alors, autre sortie, c'est Scandaleusement Vôtre de Théa Sharrock avec Olivia Colman, Jessie Buckley et Timothy Spall. L'histoire se situe à Littlehampton en 1920 lorsque Edith Swan commence à recevoir des lettres anonymes truffées d'injures. Rose Gooding, sa voisine irlandaise à l'esprit libre et au langage fleuri, est rapidement accusée des crimes. Toute la petite ville concernée par cette affaire s'en mêle. L'officière de police Gladys Moss, rapidement suivie par les femmes de la ville, mène alors sa propre enquête. Elle soupçonne que quelque chose cloche et que Rose pourrait ne pas être la véritable coupable, victime des mœurs abusives de son époque. On écoute un extrait tout de suite. Chère Edith, sale putain à fesses de singe, tu es vraiment une foutue dépravée et tu es aussi une salope triste. Au fond, je crois que ce n'est que de la jalousie. Je pense que nous savons qui c'est. Je vais viser ta paire de couilles. Je suis innocente. Je crois que nous avons peut-être accusé une innocente. Une femme agent de police. Oh, regardez, un cochon volant. En prison, Rose ne devrait pas avoir de mal à ça. Donc un film au langage très fleuri, mais Ouais, c'est pas compliqué. une comédie à l'anglaise qui donne un petit peu envie. Je sais j'avoue. pas, moi j'ai j'aime l'impression bien. de voir Olivia Colman comme j'ai déjà vu 50 fois en fait. Oui, mais j'aime bien Olivia Colman. Même dans, comment il s'appelait ce film charmant de Sam Mendes là? Empire of Light. C'était C'était un beau film, mais... c'était l'empire de l'ennui. Ouais, voilà. Non, c'est qu'en fait, il voulait trop... Il y a Il y avait trop de sujets. Il s'en mêlait un peu trop les pinceaux. Tout à fait. Oh, et les Mais- comédies anglaises sont quand même sympas. Ah oui, oui. Non, oui. mais oui, il y aurait Il y a Genre là, général, franchement, en 5 minutes, l'humour, je suis assez conquis, personnellement. Ok. Et donc, par contre, petite particularité, c'est que à Chambéry, il sera disponible au Pâté. Par contre, à Aix-les-Bains, il sera disponible au Victoria. Donc, à vous de choisir entre VO ou VF, suivant comme vous préférez. J'ai envie de dire que pour une comédie anglaise, la VO s'impose, mais vous faites comme vous voulez. Je connais des gens qui m'ont fait un scandale parce qu'ils voulaient absolument voir Dune en VO. Ah oui, je sais pas qui c'est. Franchement, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Et Vincent, autre sortie. Une autre sortie qui semble être aussi une comédie, Les Rois de la Piste, qui de Thierry Cliffat avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz et Laetitia Doche. Alors l'histoire, c'est Maxime, cadre ambitieux et cartésien, ne pense qu'à sa carrière et à son futur mariage avec la fille de son patron. Au bord du burn-out, il se retrouve embarqué par son futur beau-frère Romain au beau milieu de son pire cauchemar, un stage de bien-être. Alors, on va peut-être écouter la bande-annonce. Eh oui. Voyons faire souffrir des hommes. Prends la croûte, allez, à toi. Oh putain, merde. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Jérémy s'est volatilisé. Fallait me le dire que vous alliez braquer un tableau à 5 plaques. En d'habitude, vous faites les manteaux dans les bar mitzvahs. Je vous présente Céleste Siméon, notre meilleur détective. Je vous ennuie, Zimmerman? Il a l'air d'avoir un second degré dans ce film, apparemment. Peut-être que c'est sympathique, je sais pas trop. Je suis un peu sceptique. Ouais, moi aussi. Oui, moi aussi. D'avoir écouté ça. Donc c'est distribué aux Toiles du Lac et à Pâté. Oui, au Pâté à à Chambéry. Chambéry. pardon. Et je remarque dans la bande-annonce qu'il y a le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. Ah, D'accord. je ne connais pas. Ben Attal. Ben je crois. Attal. Comme quoi, Oui, ce... qui avait il avait un très beau rôle dans Les Choses Humaines, qui est un film d'Yvan Attal que je vous conseille fortement et qui, si je ne m'abuse, doit être diffusé sur France 2 dimanche prochain. Franchement, c'est un très beau film de procès. À dire que tout le monde est pistonné dans le cinéma, il n'y a qu'un pas, voyons. Disons qu'il y en a qui sont plus facilités que Enfin, d'autres. j'ai cru comprendre. Alors, si j'ai bien compris, ça serait le petit-fils de Serge Gainsbourg. Oui. Oh là, alors. Oui, en plus. et d'ailleurs, Et il a indiqué hier que... Des propos peu Voilà. élogieux à l'égard de son grand-père, et je trouve que qu'il ça n'a jamais dommage. connu. Ouais. Oui, il a peut-être revu toutes les frasques de Gainsbourg. Ouais, avec Whitney Houston. Avec Whitney Houston et compagnie. Oui. Bon. Autre sortie, Guillaume. Alors, dans la peau de Blanche Welbeck, de Nicolas Niclou avec Blanche Gardin, Michel. Guillaume Niclou. J'ai dit quoi? Nicolas. J'ai dit quoi? Ben, en plus, c'est quoi? C'est marrant parce que c'est mon deuxième prénom, Nicolas. Oui, moi C'est pour aussi. ça. Ah bon, bah c'est Ah, bien pour ça. voilà, c'est- Bon, je reprends de Guillaume Niclou avec Blanche Gardin, Michel Houellebecq et Luc Schwartz. En Guadeloupe, Blanche Gardin préside un concours de sosie consacré à Michel Houellebecq, Michel Siran, mais des événements imprévus ont plongé notre duo au cœur d'une intrigue rocambolesque. On écoute un extrait de la bande-annonce. Il y a un rastaman qui nous a trouvé des champignons. Mais
Tu nous laisses tranquille, tu dis qu'on nous dérange pas. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée maintenant, quoi. Tu comprends pas ce que c'est que les psychédéliques. Tout ton cerveau va être connecté. À quoi? Et ce sera disponible uniquement aux Toiles du Lac. Et personnellement, ce sera sans moi. Je n'aime pas Blanche Gardin. Pourtant, elle a un côté un peu anticonformiste qui... Dans ses sketchs. Mais pas au cinéma. Au cinéma. J'avoue qu'au cinéma, alors si elle avait fait un film il y a 2 ans, j'ai complètement oublié le nom, mais qui était assez amusant avec Laurent Lafitte. Elle a joué dans France aussi. Tu te rappelles de France? Oui, France, c'était pas bon. France, un grand moment. France. T'es pas allé voir l'Empire? Avec la musique RIP de Christophe. Elle a pas trouvé le rôle à sa hauteur. Moi, c'est plus que je trouve qu'elle a tendance à jouer un peu toujours de la même manière. Ah oui, bon, c'est pas faux. C'est un peu ça qui me dérange. Autre sortie, mon cher Kevin. Autre sortie, Vincent. Dis-nous Vincent. Ah ben alors, donc la nouvelle femme de Léa Todorov avec Jasmine Trinka, Léla Bekti et Raphaël Sonneville-Kaby. Alors le synopsis, c'est en 1900, Lily d'Alingy, célèbre courtisane parisienne, a un secret honteux. Sa fille Tina, née avec un handicap, peu disposée à s'occuper d'une enfant qui menace sa carrière, elle décide de quitter Paris pour Rome. Elle y fait la connaissance de Maria Montessori, une femme médecin qui développe une méthode d'apprentissage révolutionnaire pour les enfants qu'on appelle alors déficients. Mais Maria cache elle aussi un secret. Un enfant né hors mariage. Ensemble, les 2 femmes vont s'entraider pour gagner leur place dans ce monde d'hommes et écrire l'histoire. On écoute un extrait. Era impensabile che una donna facesse medicina. Oggi sappiamo che anche i piccoli giovani. Le début de l'avance est en italien, donc voilà. Qui est une langue fort sympathique, mais que je ne connais pas, que je ne pratique pas non plus. Et donc ce film sera disponible au Victoria et à l'Astrée. Donc dans vos salles de films d'auteur. Encore un grand rôle pour Leila Bekti, on suppose. Ah ben Leila Bekti, oui, moi je suis très fan par contre d'elle. Je trouve qu'elle pousse beaucoup de classe. Oui, à mon avis, avec Monsieur, on risque d'avoir des fois des petites entrées, un de ces 4 sur le marché international, je pense. Taharaim ? Oui. Ah. Avec grâce à son mari, je pense qu'un jour on risque de la voir dans un film américain. Oui, bah c'est pas avec Madame Web que ça va lancer les affaires, mais déjà que nous allons avoir c'est toi qui m'as envoyé le message. Mince. Comment elle s'appelle? Adèle Exarchopoulos. Voilà. Adèle Exarchopoulos, oui, qui se lance à l'international puisque elle double un personnage dans le prochain Pixar Vice Versa 2, mais elle le double aussi en version originale. En anglais. Parce que en version originale, le personnage qui s'appelle Ennui va vraiment s'appeler Ennui. Voilà. L'ennui. Voilà. Autre sortie film italien, Il reste encore demain, de et avec Paola Cortellesi, mais aussi avec Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano et Emanuela Fanelli. Avec l'accent. Il est content. Mais c'est pour ça, tu verras. Alors moi, il me refile toujours, tu verras, Vincent, les noms japonais. Ça arrive juste après. Ça arrive juste après pour toi, Guillaume. Les trucs un peu exotiques, c'est pour moi. Il faut pas me faire ce coup-là à moi qui ne vient d'arriver. Hein, c'est pour ça que j'ai géré en disant tu vas faire la nouvelle femme. Par contre, dès qu'il y a les noms italiens, monsieur et la Paola Cortellesi. Voilà. Et l'histoire de Il reste encore demain, titre original C'è ancora domani ici, c'est mariée à Ivano, Delia, mère de 3 enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. La ville est alors partagée entre l'espoir né de la libération et les difficultés matérielles engendrées par la guerre qui vient à peine de s'achever. Face à son mari autoritaire et violent, Delia ne trouve du réconfort qu'auprès de son amie Marissa, avec qui elle partage des moments de légèreté et des confidences intimes. Leur routine morose prend fin au printemps lorsque toute la famille en émoi s'apprête à célébrer les fiançailles imminentes de leur fille aînée Marcella. Mais l'arrivée d'une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Delia à trouver le courage d'imaginer un avenir meilleur, et pas seulement pour elle-même. C'est donc un film italien, donc il n'y a pas de version française, mais c'est un film
auréolé d'un certain succès dans son pays natal, puisque c'est le plus gros succès populaire en Italie l'année dernière au cinéma. Donc, je suis très très intrigué de voir ce film et dans tous les cas, je vous en parlerai la semaine prochaine. Dernière sortie, mon cher Guillaume. Donc, la dernière sortie, c'est Chronique de Téhéran de Ali Asghari et Alireza Khatami avec Benham Ark, Argavan Shabani et Servine Zavetian. Excusez-moi. Bon, tu t'en es bien sorti quand même. Oui, non, mais j'ai commencé à avoir l'habitude. C'est plus les prénoms asiatiques. Ah oui. Monsieur après me reprend en prononçant mieux. En plus, ce que monsieur a fait chinois LV2, je ne sais plus. LV3. LV3. Donc, et c'est le portrait de 9 visages de la vie quotidienne à Téhéran que vous retrouverez au Victoria et à l'Astrée dans vos cinémas d'arrêt SF, cinéma d'auteur. Voilà. Donc, pour résumer, vous avez cette semaine, côté comédie, Heureux gagnant, film à sketch, Scandaleusement vôtre si vous aimez la comédie anglaise, Les Rois de la piste si vous avez envie de voir Fanny Ardant et Mathieu Kassovitz qui s'énervent pas dans ses toilettes, Dans la peau de Blanche Houellebecq avec Blanche Gardin et Michel Houellebecq, La Nouvelle Femme, un film dramatique avec Leila Bekti, Il reste encore demain, le film populaire italien, et Chronique de Téhéran qui est donc un film entre, je crois que c'est entre le documentaire et le film de fiction. Je crois que ça se joue entre les deux. Eh bien, écoutez, c'est tout pour les sorties de la semaine. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale pour vous parler de nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Donc, on vous rappelle, on va vous parler de La Demoiselle et le Dragon, de Ferrari et de La Salle des Profs. Donc voilà, un programme assez varié. Et vu que on va parler de Ferrari, on va vous passer ce soir 3 chansons de films de Michael Mann. Et on commence tout de suite par la chanson de R. Kelly, The World's Greatest, qui nous vient du film Ali. On revient tout de suite après. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Vous êtes toujours sur la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinéma, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et nous avons donc parlé des sorties de la semaine et maintenant il est temps d'évoquer nos avis, nos critiques sur les sorties de la semaine dernière. Alors nous sommes navrés, nous ne sommes pas allés voir Boléro de Ravel, plus par manque de temps, je vous avoue. Nous ne sommes pas allés voir non plus le film d'horreur Imaginary qui, à ce qui paraît, est absolument affreux. Ah bon, oui, voilà, mais vraiment affreux. Pas le genre de film qui m'attire. Voilà, moi, il faut que ce soit un bon film d'horreur, pas la sauce pas la soupe qui nous sorte tous les mois, quoi. Oui, mais là, apparemment, on n'est vraiment pas du tout sur un bon cru. Mais est encore disponible. Qui est horrible, pardon, dans ce sens-là. Parce que tu disais qu'il était horrible. Ah non, affreux. Je me suis dit, on a droit à l'exorciste. Non, qui est nul, quoi. Ah oui, c'est à éviter, apparemment. D'accord, ok. Mais est toujours disponible en salle, Guillaume, et que nous vous conseillons. Une vie, migration. Encore. Oui, Dali. Alors, moi, pour ma part, je ne vous le conseille pas. Voilà. Si, mais tu l'as pas vu. Mais je sais, mais moi, je l'ai vu. Alors, qui c'est qui l'a vu? C'est toi qui l'as vu? Mais j'ai horreur de Quentin Dupieux, donc je vous le déconseille d'avance. Voilà. Je te rappelle que c'est le président du jury du Nikon Festival. Oui, bah tant pis, j'ai vu Yannick. J'avais envie de casser ma télé. Oh, c'est vrai? Ah non, c'était bien, Yannick. J'ai bien apprécié, moi. Moi, franchement, quand je vois Yannick, j'aimerais faire pareil à Quentin Dupieux. C'est que ça a marché. Oui, donc, peut-être. Oui. Parce que j'ai envie de te dire, mais recommence ton film. Recommence. C'était un huis clos fort sympathique, avec un peu grinçant et assez terrible finalement sur la fin, en définitive. Oui. C'est vrai. Mais donc on vous conseille Dali, Le Royaume des Abysses, magnifique. Et surtout Dune partie 2. Foncez. D'ailleurs, tout le monde. J'ai toujours pas vu, mais il faut que j'aille le voir impérativement. On est mitigé plus concernant le biopic Bob Marley One Love qui est bien mais aurait pu être mieux. Standard, vraiment. Voilà, très standard et on vous déconseille toujours fortement
Chien et chat, que même si Guillaume a trouvé un petit peu son compte. Vous pouvez y aller. Moi, je trouve que ça passe un dimanche après. Voilà, il vous conseille plus Chien et chat que Dali. Ah oui, moi je vous conseille plus Chien et chat que Dali. Oui. Et d'ailleurs, Une vie a dépassé le million d'entrées tout récemment, et Chien et chat vient de dépasser le million d'entrées. Je sais pas si c'était l'objectif. Chose à dire que voilà, le cinéma américain ne se porte pas super bien, et Dune 2 est revenu pour remettre un peu des couleurs, mais le cinéma français, lui, continue son petit bonhomme de chemin. Le cinéma américain, c'est quand même un Canadien. Et francophone. Je veux dire, les salles américaines, Oui. je veux dire, les salles américaines se portent moyennement bien. Oui, c'est vrai. Mais oui, sinon, oui, c'est un... Alors que voilà, le cinéma français, que les blockbusters marchent toujours, les comédies françaises arrivent toujours à au moins grappiller le million, et des drames comme Une vie avec Anthony Hopkins arrivent aussi également. Voilà. Et pour en revenir à Dali, est-ce que c'est un film à sketch ou est-ce que c'est un... Alors c'est un film unique en son genre. D'accord. On n'en saura pas plus. C'est quoi ? Je le regarderai quand il sortira sur Canal. Ok. C'est une promesse. Ok, très bien. Eh bien écoute, parle-nous du Demoiselle. La Demoiselle et le Dragon. Alors oui, puisque je me suis dit, je n'avais vu qu'un film, je me suis dit, allez, hier soir, lançons-nous La Demoiselle et le Dragon, donc un film de fantasy sur Netflix avec la muse, on pourrait dire, de la plateforme Millie Bobby Brown, donc la star de la série Stranger Things. Donc c'est une jeune femme qui accepte d'épouser un beau prince seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un piège. Elle est jetée dans une grotte avec un dragon cracheur de feu et doit compter uniquement sur son intelligence et sa volonté pour survivre. Et ben, franchement, d'après les retours, c'était pas bon. Oui. Mais j'ai été agréablement surpris. Alors, je vous cache pas, j'ai commencé ma soirée, j'avais des choses à préparer pour le boulot, j'avais l'ordinateur sur les genoux, je regardais un peu à moitié, et au bout d'une demi-heure, je pose l'ordi... Enfin, au bout d'une demi-heure, je commence à remettre en arrière, je dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Et 45 minutes, je vais poser l'ordi, je dis, attends, c'est pas mal, en fait. Non, vraiment, ouais, j'ai accroché. Alors, ça rappelle bien évidemment Le Hobbit, La Désolation de Smaug. Ça rappelle aussi, si vous connaissez la BD Torgal. Bien sûr. C'est l'épisode Arachnéa. Moi, je suis un très grand fan de Torgal aussi. Également. Et donc, c'est l'épisode Arachnéa. Et le film, en fait, fonctionne sur tout ce qu'il entreprend. C'est un film un peu de survie. On pourrait y voir du Predator, du Conan, du Game of Thrones. Surtout, il y a des plans de fin où tu vois la jeune marcher avec le dragon, tu sais, avec l'ombre et tout. Bon, on voit l'inspiration. Oui. Mais je veux dire, Millie Bobby Brown s'en sort bien. Les effets spéciaux, j'avais entendu qu'ils étaient horribles. Certes, t'as quelques fonds verts, mais ça fonctionne relativement bien. Le dragon est bien ou pas ? C'est surtout oui, ça le dragon est bien pour moi. Ah, bon. Le dragon était bien. Je veux dire, c'est sympathique. Il y a une photographie qui est plutôt agréable aussi. Je te dis, hormis quelques petits fonds verts qui se voient par-ci par-là, l'histoire se tient, l'acting est bon. On a surtout, hormis Millie Bobby Brown, il y a Ray Winstone, bon, qui est pas très marquant, mais Robin Wright qui est en reine mère qui s'en sort très bien, qui était fait pour un rôle. Elle m'a beaucoup fait penser presque à Charlize Theron dans Blanche-Neige et le chasseur. Ouais, c'est ça, exactement. Ça m'a beaucoup fait penser un peu à elle. C'était très stylisé. Puis elle a une classe en plus, Robin Wright, quoi, je veux dire. Très bien léché, alors on va dire. Ouais, franchement, c'est un film à voir un soir quand vous savez pas quoi regarder, ou un dimanche pluvieux, et vous passez un bon moment. Vraiment. D'accord. Sur Netflix. Oui, c'est sur Netflix, ça tape, je vous dis, un peu partout, mais de bonne manière. Je veux dire, à un moment, t'as Millie Bobby Brown qui a l'épée en mode Conan. Bon, ça te fait sourire. Violent ou... Non, tout public, contre, tout public. C'est vraiment tout public. Quoi qu'à un moment, elle se fait un peu brûler, mais bon, elle est vite. C'est la petite brûlure hollywoodienne, oui, c'est juste un peu le bras noir. Elle trouve des espèces de larves où elle se fout dessus, et puis ça la soigne. Enfin bon, voilà. Ah oui, d'accord. Non, mais vraiment, le film fonctionne. Je suis le premier surpris. Voilà, chers auditeurs de Radio Grand Lac, j'ai passé un bon moment. Bien. Eh bien, donc, nous vous conseillons La Demoiselle et le Dragon. De mon côté, moi, je vous conseille La Salle des Profs, qui est toujours disponible dans les salles Victoria et peut-être pas à l'Astrée, à vérifier. C'est un film allemand réalisé par Ilker Zatak avec Léonie Benesch, Michael Klammer et Raphaël Stakoviak. C'est l'histoire, en fait, on pourrait dire banale, d'une série de vols dans une salle des professeurs, dans un collège. Et en fait, l'une des professeurs va vouloir mener son enquête, et en fait, on est dans l'archétype de la personne qui ne cherche qu'à faire les choses bien
et en fait, elle ne va faire qu'empirer les choses, et même ses bonnes actions vont se retourner contre elle, et c'est une escalade en termes de stress et d'oppression. C'est vraiment très éprouvant, vraiment. C'est encore disponible la semaine prochaine à la Strée. Merci pour la confirmation. Et voilà, c'est vraiment un film que je vous conseille à voir. Alors, certes, si en ce moment vous n'avez pas envie de voir de films stressants, évitez. Mais parce que vraiment, c'est par période. C'est ultra prenant. On peut dire que c'est un thriller tout à fait réussi, avec l'interprétation de Léonie Bénèche qui est formidable. Et voilà, c'est assez prenant de voir cette micro-société, ce collège où on voit que bon, il y a un journal, les profs pourraient être en quelque sorte le gouvernement, les élèves sont le peuple. Enfin voilà, ça me fait penser à La Vague là que t'es en train de parler. Alors ça fait penser à La Vague, mais on est vraiment sur un tout autre registre. C'est moins politique. D'accord, ah oui, tout à fait moins politique, mais en termes de structure, on se rend compte quand même. Et moi, ça m'a rappelé à certains aspects ce que j'avais pu vivre au collège ou à l'école. Certaines méthodes d'enquête un peu absurdes quand on en vient à des enfants, en fait, où on se dit que voilà, on assiste limite à une garde à vue, en fait. Où un professeur ne va pas se gêner en disant écoute, tu ne veux pas parler, ben je vais glisser mon stylo sur la liste des élèves, et dès que tu sais qu'il y en a un qui a un problème, tu hoches la tête. Voilà, donc ce genre de choses qui est assez oppressant, et qu'on peut comprendre stressant pour des enfants qui sont plutôt jeunes. Du coup, oui, ça met un peu en complicité le spectateur quelque part. Faut qu'il s'identifie. En confident, enfin, comment dire. Ah, nous, on sent vraiment qu'on est du côté de la professeure qui, pour résoudre ces meurtres, va faire une action que je pense beaucoup de gens se diraient oui, bah, c'est la bonne action à faire. La fin justifie les moyens. Sauf que 2 secondes après, on va se dire oui, sauf qu'en fait, au final, ça va peut-être se retourner contre elle. Et le résultat escompté n'est pas le même. Voilà. Et la morale de l'histoire serait peut-être occupez-vous de vos affaires, je sais pas, c'est peut-être ça. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était un très très bon film, bien mené. Alors, il n'a pas eu l'Oscar du meilleur film étranger, mais en même temps, il était nommé face à un très grand film qu'on parlera un peu plus tard. Tout à fait. Mais vraiment, ne passez pas à côté si vous êtes assez friand de ce genre de film. C'est un film de quelle nationalité ? Allemand. Un film allemand. Et voilà, je vous invite chaudement à voir La Salle des profs. Autre film que nous avons pu voir. Ben oui, puisque nous avons vu Ferrari, donc disponible en France, du moins sur Prime Video. Oui. Je crois qu'il a eu droit à sa sortie en salle dans d'autres pays. Donc le grand retour de Michael Mann avec Adam Driver, Penelope Cruz et Shailene Woodley. Et un Patrick Dempsey auquel je ne m'attendais pas, mais voilà. Il est là. Enfin, en même temps, quand il y a des films de bagnoles... je pense qu'il était content. Il s'est dit, je vais enfin pouvoir conduire une voiture au cinéma. Donc voilà. Eh ben moi, ce que j'en ai pensé, donc c'est le grand retour, on peut dire, de Michael Mann après 9 ans d'absence après le film assez sous-estimé Hacker, qui était sorti en 2015. Alors pour moi, c'est un retour en grâce parce qu'on y retrouve les thématiques chères au réalisateur, l'homme solitaire qui fait bien son travail, même si ses choix sont parfois moralement douteux, puisque ça parle de... Oui, parce que moralement douteux, parce qu'il mène une double vie. Ah oui, bien sûr. Dans le film, la thématique n'est pas seulement la course, mais réussit à rendre attachant un homme qui a une double vie. C'est ça qui est particulier, c'est qu'en fait, il a une double vie. On voit que ça fait souffrir. Ça fait souffrir sa femme, mais parce qu'ils ont en plus subi la perte d'un enfant, mais il a un autre enfant avec avec Lina Lard. Ouais, on peut pas appeler ça sa maîtresse, c'est vraiment sa seconde femme, quoi. Il est vraiment bigame, quoi. C'est vrai, et en fait, le personnage devient attachant juste avec ce côté très paternel. C'est ça. Et moi, j'ai appris, par contre, la chose que Ferrari était un concepteur, justement, de... Oui. Moi, je pensais juste que c'était un chef le commendatore, le chef de Ferrari, mais non, en fait, en plus, il dessinait des plans pour ses voitures et tout ça. Donc et ça, on apprend aussi qu'il roulait qu'avec des Peugeot. Oui, avec des Peugeot. La première scène, tu vois Ferrari sortir avec une 403, un truc comme ça, tu fais très bien. Et c'est confirmé, c'est vraiment vrai. Alors, d'accord. La réalisation, j'ai trouvé très soignée, les courses de voitures intenses, quoi qu'on pourrait reprocher quelques petits effets spéciaux, entre guillemets, ratés, mais pour moi qui sont compensés en fait par l'impact de la scène. Parce que le choc. Oui, ça arrive. Oui, le choc, c'est le mot. Le choc des scènes quand on a ces effets spéciaux un peu ratés, pour pas vous spoiler, mais voilà, c'est quand il y a des accidents. Le film est dur.
Le film est assez dur. Alors attention, par contre, ce n'est pas un biopic, hein, mais une histoire sur un homme fascinant, ambivalent, à une période donnée où Ferrari allait au plus mal, et c'est juste avant qu'en fait touche le fond pour mieux rebondir et devenir l'entreprise qu'elle est. Faut que le cheval se cabre mieux. Oui, non, mais il y a un peu de ça, quoi, je veux dire. Mais franchement, ouais, en fait, j'étais sorti du film en me disant, oui, c'est un bon film, mais sans plus. Et en fait, il te reste en tête. Ouais, j'y pense souvent, en fait. Ouais, moi aussi, oui. Surtout que, voilà, la fin est ultra choquante pour ceux qui connaissent l'événement de... C'est la course des 1000 Emilia, donc les 1000 miles, qui s'était donc arrêté en 1957. Vous saurez pourquoi en regardant le film. Et on comprend... Ne spoilez pas. Voilà. Merci. Et vous comprendrez que c'est normal. Parce que du coup, ça me donne envie finalement de le voir. J'étais pas trop... Ah si, ouais. Franchement, mais il faut se mettre à l'idée que ce n'est pas du tout... Un film sur la course, quoi, sur la course automobile. Mais il y a une grande séquence de course. Par contre, ça mais elle n'est qu'à la fin. Quand même, Moi, j'aurais bien aimé voir, tu vois, Michael Mann, comme à la base, il devait faire Ford versus Ferrari, Le Mans 66, là. Voilà, qu'il n'a que produit au final. C'est 66 ? Oui, Le Mans 66. Oui, voilà. J'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait donné. Il s'est attaché à la vie, de Enzo Ferrari. au côté humain de la chose. Quoi. En fait, nous avons fait un live sur Internet où nous avons parlé de Michael Mann, et c'est vrai que ça va dans les thématiques de son cinéma. Oui. Un homme solitaire. Qui a des choix à faire, qui fait très bien son travail, qui est un peu sollicité de partout, mais qui se retrouve toujours seul à faire ses choix, à les assumer, et d'ailleurs, de certaines manières, à des moments... je pense notamment à la fin avec le pneu. Oui. Pour ne pas en dire plus. Attention. Voilà. Oui. Je m'arrête là, justement. On arrête. C'est très discutable. Mais vous verrez. Mais c'est une personnalité assez fascinante, du moins comment l'a représenté Michael Mann, et ça ne m'étonne pas qu'il se soit attaqué à ce personnage. Oui. Et donc Michael Mann, normalement, devrait nous revenir probablement l'année prochaine avec un Hit 2. L'adaptation qu'il a écrit, adapté de son propre bouquin, donc à voir. Bon, parce que Hit, on va pas se mentir, son chef-d'œuvre. C'est son chef-d'œuvre. T'es sensible au cinéma de Michael Mann ? Oui, j'aime beaucoup aussi. Hein. Ouais. J'en ai peut-être vu moins que vous, a priori. Est-ce que j'en entends parler ? On a eu la chance d'avoir tout vu là. D'accord. Non, c'est pas mon cas. Non, j'avais vu. C'était de lui, Collatéral. Oui, bien sûr. Collatéral. Avec Tom Cruise. Ah oui, excellent. Très très bien, j'ai beaucoup aimé. C'est Jamie Foxx. Jamie Foxx. Non, j'ai beaucoup apprécié. Il y avait une intrigue incroyable dans ce film, et jusqu'au bout, on savait pas trop quelle pouvait être l'issue. Tout à fait. Ah oui. De toute façon, par contre, c'est là où il est le meilleur, Michael Mann, c'est dans le polar. Bon. C'est vrai. Eh bien, écoutez, donc au final, on vous conseille La Demoiselle et le Dragon sur Netflix, on vous conseille La Salle des Profs en salle, et on vous conseille Ferrari sur Amazon Prime. Qu'une bande le peuple, j'ai envie de dire. Oui, écoute, on a 3 bonnes recommandations pour cette semaine. On va peut-être voir que les bons films. Je ne sais pas. Mais... du moins, pour ma part, oui, j'essaie, oui. Eh bien, écoutez, on va faire une deuxième pause musicale avant de s'attarder sur la cérémonie des Oscars. Et on va s'écouter une chanson provenant d'un film de Michael Mann. C'est Le Sixième Sens, ou autrement appelé classique, Manhunter. Et le film. Et la chanson, c'est Heartbeat du groupe Red 7. On s'écoute ça tout de suite et on revient juste après. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinéma sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et donc, nous allons nous attarder sur le sujet focus de la semaine. Et bien évidemment, nous ne pouvions faire l'impasse sur la grande messe. Oui, la messe édite. La cérémonie des Oscars qui a eu lieu donc dans la nuit de dimanche à lundi, avec une petite particularité, c'est que en fait, vu qu'ils ont changé d'heure un peu plus tôt cette année, les Américains, la cérémonie a eu lieu 1 heure plus tôt par rapport à chez nous. D'accord. Donc, j'avoue que c'était bien pratique parce que ça commençait à minuit et bon, je me suis couché à 3h30 du matin, mais
Voilà, lundi matin, c'est un petit peu piqué. Mes collègues ont tout de suite vu mon état et se sont dit « Ouh, toi, t'as regardé les Oscars, comment ça se voit ?» C'est bien, toi, t'arrives à regarder. Moi, alors, je t'avoue que je me suis dit, je vais regarder juste le début parce que si c'est comme l'année dernière, les récompenses étaient assez satisfaisantes, mais c'était très long. Il y avait peu d'humour, ça marchait pas. À la différence des Césars où ils avaient envoyé bam, 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 bam. Et là, pour autant, cette année, je crois que c'est une des meilleures cérémonies depuis un bon paquet de temps. Et Jimmy Kimmel, il s'en sort bien quand même. Jimmy Kimmel s'en sort bien, l'humour était percutant, on a eu des happenings avec quand même Schwarzenegger et Danny DeVito qui cohabitent avec Michael Keaton en se renvoyant la balle, en parlant des vieux Batman. Steven Spielberg qui tente même la blague parce que Kate McKinnon fait semblant d'apprendre que Jurassic Park n'est pas un documentaire. Oui. Et elle demande mais Jeff Goldblum il est réel ou pas, et on lui dit non. Et elle dit mais à qui c'est que j'ai envoyé toutes mes photos de nu, et là t'as Steven Spielberg qui se pointe dedans en disant que c'était moi. Donc c'était très amusant. Alors moi j'ai beaucoup ri sur l'apparition de John Cena tout nu qui avait juste caché ses parties intimes avec l'enveloppe. Alors, on a vu que dans les coulisses, apparemment, il avait quand même juste des caches. Quand même, au cas où il y a un petit loupé quand même qui se retrouve pas complètement. Voilà. Mais c'est très amusant surtout de commencer son discours en disant les costumes, c'est très important. Ah oui, puis en plus, il remettait l'Oscar des meilleurs costumes. Oui, et puis c'était un peu la joke. Mais je crois qu'il y avait un événement qui s'était déjà produit des années en arrière avec une personne qui traversait la scène nu, et c'était David Niven qui était le maître de cérémonie. C'est vrai qu'ils ont fait la remarque d'ailleurs, mais par contre cet homme-là n'était pas, à l'époque là c'était pas prévu. C'était comme ceux qui sortaient sur les matchs. Sur les stades de foot complètement nus, tu sais, pas voilà, c'est ça. Et David Niven a gardé son flegme britannique, s'il en est, et apparemment, ça s'est passé comme ça. Ça a pu donner le doute que ça soit effectivement fait exprès ou pas. Donc voilà. La classe à David Niven. Mais bon, bien sûr. On va aussi quand même parler des récompenses. Et évidemment est sorti grand gagnant de cette cérémonie Oppenheimer avec 7 prix, dont meilleur film, meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, meilleur acteur pour Cillian Murphy, meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr. ou Tony Stark, je ne sais pas, parce que vraiment comme il est arrivé sur scène avec les deux doigts en mode peace. Je pense qu'il est comme ça dans la vie. Ah ouais, mais en fait c'est amusant de voir que le Tony Stark et lui ne font qu'un, quoi. C'est le même personnage. Le film a aussi gagné meilleure musique, bien évidemment, de Ludwig Göransson. Très très belle musique. C'est quand même, il y a pas meilleur son dans celui-là. Et meilleur son, ce n'est pas Oppenheimer qui a gagné, mais j'ai envie de dire que c'était tout à fait mérité. Il a été gagné par La Zone d'intérêt. Ah non, attends. Oui, mais Oppenheimer, il a quand même le jumpscare, un des meilleurs jumpscares de ces dernières années. C'est vrai, mais le travail sur le son de La Zone d'intérêt était quand même tout à fait remarquable. C'était Oppenheimer ou La Zone d'intérêt. C'était son seul Oscar, de toute façon. La Zone d'intérêt. La Zone d'intérêt a aussi gagné Oscar du meilleur film étranger. Bon, qui était mérité aussi. Évidemment, on vous rappelle La Zone d'intérêt, qui est un film qui se situe dans les camps à Auschwitz, mais qui vous fait vivre le film depuis les quartiers résidentiels. Et donc, du coup, vous ne voyez que des belles choses, mais vous entendez que des horreurs. Et donc, le son est vraiment très impressionnant. C'est de la suggestion, ouais. Oui, mais voilà. C'est le pire. Mais exactement. Voilà, l'imagination. Il part quand même du principe que vous savez ce qui se passe. Voilà. C'est pour ça que peut-être. Et puis après, vous faites des images et c'est encore pire. Faut déjà avoir, je veux dire, un certain niveau de culture générale. Tu vois, tu peux pas peut-être montrer à des trop jeunes. Ah non. Non, après. Puis ça fait référence à une période on ne peut plus trouble. Oui, c'est vrai. On peut plus. Je pense que c'est un film qu'on pourrait montrer à des collégiens. Ouais, après avoir suivi un cours. Oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord. C'est peut-être un peu plus. Alors bon, nous on a connu la. C'est sous un angle quand même assez original. Donc voilà. Je sais pas si c'est. Mais c'est peut-être un peu plus soft que nous, la génération qu'on a connue à regarder Nuit et brouillard juste avant la pause repas. Oui, c'était Nuit et brouillard ou Une heure de choix aussi. Oui, choix, c'était pas triste non plus. Non, voilà, c'est vrai. C'est le cas de le dire. Autre film qui a marqué aussi la cérémonie, c'était Poor Things, Pauvre créature, que je n'ai pas encore vu, mais moi j'aurais voulu quand même que ce soit Lily Gladstone qui remporte l'Oscar de la meilleure actrice.
Et oui, qui ne l'a pas remporté, donc au détriment, enfin c'est plutôt au bénéfice d'Emma Stone qui remporte déjà son deuxième Oscar. 35 ans 35 ans, et bon, on va clairement se dire que ça ne sera pas le dernier. Hein. Je pense qu'elle part sur une carrière à la Meryl Streep. Hein. Pas loin, oui. Pas loin. Lily Gladstone. Une belle prestance. Ah oui. Elle est fraîche encore. Elle joue elle joue des rôles variés. Hein. Non, mais c'était par rapport à Meryl Streep dont je parlais. Désolé pour le rictus. mais c'est vrai qu'elle joue des rôles variés, et là, pour le coup... vous découvrirez ce film. En fait, c'est clair que elle joue quand même un bébé dans un corps d'adulte. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Mais tu vois, par exemple, là, dans ce genre de rôle, je me dis, ça pourrait être un rôle pour aussi Margot Robbie. Oui, tu vois. Et en fait, Emma Stone devait être dans Babylone. Ça devait être elle à la base, l'actrice principale à la place de Margot Robbie. Donc bon, bref. Enfin, elles se rejoignent, mais est-ce que Margot Robbie ont un côté déjanté un peu, tu vois, dans leur jeu. C'est vrai. Et puis sinon, Cocorico, Anatomie d'une chute, repart avec l'Oscar de la fierté savoyarde, voyons. Meilleur scénario original. En plus, du coup, Justine Triet reçoit le prix avec son compagnon qui a coécrit le film, Arthur Harari, qu'on rappelle, qui est aussi l'excellent réalisateur du film Onoda, que je vous conseille très chaudement. Et donc vraiment, on est ravis quand même pour eux. C'est une success story à la française, d'autant plus qu'on a appris dans le week-end que tonton Spielberg leur avait commandé un petit scénario. Donc je pense que leur avenir est garanti. Oui, tout à fait. Ouais. Anatomie d'un succès, on va dire. Pour eux. Je l'ai toujours. Et tu sais que j'ai toujours pas vu. Chronique d'une anatomie. Mais je te l'invite. Oui, mais je sais, il est sur Canal+, donc je vais. C'est ma femme qui m'a dit, mais t'as toujours pas vu Anatomie d'une chute? Je dis non. Mais non, mais c'est que tu es encore. Mais j'en fais partie aussi. J'ai pas encore vu, mais. Il a cette petite rancœur parce qu'en fait, j'ai vu qu'il aurait pu faire le casting et il s'est dit non, ça va pas être. Il cherchait des figurants parce que ça a été tourné à Saint-Jean-de-Maurienne ou pas bien loin, quelque chose comme ça. Et j'avais vu ça, je me dis oh. Anatomie d'une chute, bon, ça se trouve, et puis je sais plus pourquoi j'y suis pas allé. C'est raté là. Mais tout à fait. Dommage. Mauvais choix. Et on peut noter aussi que Da'Vine Joy Randolph a gagné l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour le très bon film Winter Break, très sympathique, que je vous conseille chaudement et que je vous disais à l'époque deviendra, je pense, un classique des fêtes de Noël. Et puis on peut noter que Miyazaki repart avec l'Oscar du meilleur film d'animation avec Le Garçon et le Héron. Peut-être petite déception pour Spider-Man. Oui, non, clairement c'était Spider-Man, mais là, bon, c'était son dernier film, on s'est dit allez hop. Il faut lui donner un Oscar, il l'avait déjà eu pour Chihiro. Par exemple, tu vois, il y en a un aussi, je reviens juste sur le meilleur acteur, j'aurais donné à De Niro quand même. Ah, à la place de Robert Downey Jr. Oui, mais moi, on l'a tellement déjà vu. Oui, mais moi, je donnerais des Oscars à De Niro à chaque fois. Parce que tu es un fan inconditionnel de c'est mon acteur préféré. C'est pour ça. Oui. Non, puis là, Robert Downey Jr., il est génial dans Oppenheimer. Il le méritait. De Niro aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais bon, Downey Jr., pour le coup, on pouvait se dire, s'il l'a pas cette fois-ci, ça va être compliqué quand même. Mais De Niro, c'est quand même dans un registre assez fréquent qu'on le voit jouer ce type de rôle, je dirais. Oui. Tandis que Downey Jr., à mon avis, c'est un peu plus... En fait, c'est qu'on l'a eu vu, après on le voyait plus, et on le revoit faire des grands rôles comme des choses un peu vraiment atypiques de ce qu'il faisait auparavant, donc c'est pas mal. D'ailleurs, moi j'étais déçu que Leonardo DiCaprio ne soit même pas au moins nommé, parce que je trouve que pour le coup, le rôle qu'il avait dans Killers of the Flower Moon, de Benet et tout ça, c'est vraiment un registre, on l'avait pas vu. Ah oui, il avait effectivement un caractère plus effacé dans On connaît l'histoire d'amour des Oscars et de Leonardo DiCaprio. Et d'ailleurs, on connaît aussi maintenant l'histoire de non-amour entre les Oscars et Scorsese, puisque ça fait 2 fois qu'il repart complètement bredouille. C'est honteux. Mais pour moi, c'est scandaleux. Parce qu'il y a au moins un petit prix. Peut-être pas pour ce film-là. On en discutait tout à l'heure, mais moi, je suis pas... Un petit truc, parce que ça fait 2 fois qu'il sort un film, on le nomme 10 fois, et il part avec rien. Mais t'as pas vu, il y a même une photo, on le voit en train de roupiller Scorsese. Alors ça, c'était au Golden Globes. Ah d'accord, parce qu'il y a un truc où il est... Mais donc oui, c'est un peu dommage. Sinon, il aurait eu l'engouement du public quand même. Voilà. Ouais, mais bon. Et puis le succès d'estime, puisque quand même la critique valide. Non, mais t'imagines 2 fois de suite, mais 10 fois et t'as rien. Oui.
C'est assez rageant, mais c'est quand même, hélas assez fréquent. Maestro non plus, le film de Bradley Cooper, est parti avec rien, mais si vous voulez mon avis, c'était totalement mérité, parce que pour moi, c'était le moins bon film de la sélection, malgré que Bradley Cooper a appris comment diriger un orchestre pour toute une séquence. La séquence est en effet magistrale. Hélas, il y a le reste du film, et le reste du film est profondément ennuyeux pour ma part, et on finit sur un drame assez classique que beaucoup de gens se sont sentis émus. Moi, pour ma part, je suis passé totalement à côté. Par contre, je suis ravi en termes de récompense que Godzilla Minus One, un film japonais, remporte les Oscars des meilleurs effets visuels, puisque c'est un film quand même qui a coûté moins de 50 millions de dollars. Et qui a des effets spéciaux, mais largement supérieurs à des films qui en ont coûté 200. C'est peut-être pas mérité à 100% celui-là. Franchement, j'ai trouvé que c'était assez remarquable. Creator, elle aurait peut-être mérité aussi. Le Creator aussi, j'hésitais entre les deux, je te l'avoue. Mission Impossible Dead Reckoning, je savais pas ce qu'il foutait là. Alors, pour le coup, j'ai vu une vidéo qui montre les effets spéciaux, et il y a quand même un travail assez impressionnant. Mais j'aime bien Dead Reckoning. Hein, mais en fait, ce qui est aussi pas mal, c'est que dans Mission Impossible, on a l'impression qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, et en fait, il y en a. Est-ce que ça veut pas dire que c'est peut-être les meilleurs? Si, quand même, ça se voit quand même. Ça se voit un petit peu sur le train, mais par exemple, Top Gun Maverick, là, ça se voyait pas. Ah oui, c'est vrai. Là-dessus. Oui, c'est vrai. Sauf certaines séquences. Les scènes étaient époustouflantes. Ouais, et c'est plus là, quand on m'a dit, mais il y a des effets spéciaux partout. Ah bon? Bon, cela, pas vu. Meilleure chanson originale pour Barbie, donc fallait quand même bien donner un prix à Barbie quand même, histoire de dire voilà. Surtout qu'il a repris certains Lem Show, non, c'est ça? Oui, alors c'est pas I'm Just Ken qui a gagné, hein, et là c'est la chanson de Billie Eilish de Barbie, c'est vrai, qui est un petit peu plus classique, alors que I'm Just Ken a fait le show sur scène. Ryan Gosling a chanté. Il a chanté. Sa robe, la Emma Stone. Ah ouais, non mais c'était une séquence très drôle. Oui. Très bien menée, très impressionnante. Tous les acteurs qui jouaient Ken dans le film sont revenus sur scène. Du coup, il y avait une trentaine d'hommes sur scène à danser en simultané. C'était assez impressionnant. Et puis, peut-être aussi, je tiens quand même à souligner que Wes Anderson a gagné son premier Oscar. Oui, enfin, avec son court-métrage. Oui, mais bon. C'était pénible, hein, ces courts-métrages. Alors c'est juste pour le moyen métrage avec Benedict Cumberbatch. C'était lequel, celui qui parlait de quoi? Henry Sugar. C'est sur l'homme riche qui arrive plus à dépenser ses sous. Moi j'avais bien aimé. Oui, mais toi j'aime bien Wes Anderson. Tu es peut-être un fan aussi des courts métrages. Il y a un code un peu différent peut-être sur. Pas tant que ça, mais là j'avoue que celui-là il m'a bien parlé. J'aime bien le style Wes Anderson. J'aime bien Wes Anderson, mais j'ai pas aimé le dernier, et là les courts métrages ça m'a un peu. Je peux comprendre. Un peu saoulé. On revient très vite sur les petits scandales des Oscars au fil du temps. Oui, et après on aura quelques faits historiques avec Vincent qui nous a indiqué quelques faits historiques sur les cérémonies. Alors dis-nous tout, Guillaume. Alors, ce scandale. En 2022, bien évidemment, tout le monde se rappelle de la baffe de Will Smith, que Will Smith a donné à Chris Rock, puisqu'il avait fait une blague un peu douteuse sur l'alopécie de Jada Pinkett Smith. Donc évidemment, le scandale, surtout que quelques minutes après, Will Smith reçoit l'Oscar du meilleur acteur. Voilà, un scandale. C'était malaisant, et pour avoir vu la séquence en direct, on s'était vraiment dit c'est une blague ou il l'a vraiment baffé? Tout à fait. Quand on a vu la vidéo, on avait l'impression que c'était un fake. Et puis d'ailleurs ça a été à double titre pas très très bien perçu, parce que et malaisant comme tu dis, parce que je crois qu'elle a désavoué l'intervention de son mari. En plus de ça oui, parce que le couple, il s'est retrouvé tout seul, hein. Le couple Smith, c'est très spécial, je crois, apparemment. Il y avait elle le défend jamais. C'était assez particulier. À part rentrer dans les potins, c'est une relation plus que toxique. Tout à fait. Alors après, en 2017, je pense que vous vous en rappelez tous, lors de la remise du prix du meilleur film, confusion majeure s'est produite lorsque le film La La Land a été annoncé comme vainqueur. Par erreur, l'actrice Faye Dunaway, aux côtés de Warren Beatty, a lu le mauvais nom de film sur la scène du Dolby. Oui, je me rappelle, il était La La Land. Et puis alors, tout le monde arrive. Et puis je me rappelle, ça doit être Damien Chazelle. Ils sont vraiment montés sur le podium. Oui, tout le monde est monté. Et regarde, il fait comme ça, il fait aïe. Moonlight. Et fait, Moonlight. Donc, inversion. Oui, parce qu'en fait, dans l'enveloppe était resté le mot indiquant que c'était Emma Stone dans La La Land qui avait l'Oscar. Et en fait, on voit très bien dans la séquence que Warren Beatty, il ouvre l'enveloppe et il monte à Faye Dunaway en disant, il y a un problème. Et Faye Dunaway lui fait,
on s'en fout. La La Land. Et voilà. Et en effet, c'était Moonlight. Ils ont revu un peu j'ai failli péter ma télé ce jour-là. Pourquoi? J'adore Moonlight. Alors, c'est un bon film, mais je t'avoue que j'étais tellement pour La La Land. Oh là là. La La Land, c'est un peu fade. Ouais, voilà. Merci Vincent. Je suis assez d'accord. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est beau, mais on a déjà vu. Mais même là. De toute façon, pour moi, il y a West Side Story, ça passe allègrement au-dessus, évidemment. Mais La La Land. Dans la musique était Leonard Bernstein, dont on a parlé tout à l'heure du film. Bien sûr, parenthèse. Le maestro. Et là, même là, quand Emma Stone a eu son Oscar et qu'on voit Ryan Gosling le regarder, on se dit, on a l'impression que c'est un remake de La La Land. Non, mais c'est. Alors, je fais vite. 1973, le refus donc de l'Oscar du meilleur acteur pour Marlon Brando. Donc, Marlon Brando décide de boycotter la cérémonie des Oscars pour protester contre la représentation des Amérindiens à Hollywood. Il a envoyé une militante amérindienne, Sachin Little Feather, pour refuser le prix. D'ailleurs, femme qui faisait partie de la guilde des acteurs et tout ça. Hein. Et donc, cet acte de protestation a attiré l'attention sur les questions de diversité et tout ça. Donc, un scandale. Et il paraît que, pour l'anecdote, il a fallu retenir John Wayne qui voulait s'en prendre physiquement à la jeune actrice, comme quoi les temps changent. Oui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était Roger Moore qui en Et c'était Roger Moore qui était, alors, vulgairement emmerdé comme pas deux, avec l'Oscar à la main, qui ne savait plus quoi faire quand il fallait le donner. Ah bah là, c'est vrai. Un scandale. Alors, il y a, après, c'est un peu plus gentil. Adrian Brody qui embrasse Alberi sans raison en 2003 lorsqu'il reçoit le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Le Pianiste. Il a surpris tout le monde. Il a pris Alberi sur scène, alors qu'il lui remettait son Oscar, il l'a embrassé, voilà. Sur la bouche. Sur la bouche, exactement. Bon, ça a fait un scandale puisque le consentement n'a pas été respecté, tout ça. Et Alberi a même reconnu elle-même que dans le fil de l'action, elle s'est laissée faire parce que voilà, c'était pas. Elle a décidé d'accompagner le mouvement. Voilà. Oui, mais on connaît tous un peu le côté un peu pudibond des Américains. Voilà. Mais pourtant, tout de suite, ce qui m'interpelle, c'est que c'était en 2003, tu vois, comme quoi. Pour le pianiste. Déjà. Oui. Puis. Et autre scandale. Ah, il y en a eu un autre. 99. En 1999, Shakespeare in Love a remporté le prix du meilleur film dépassant Le Favori, Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, ou encore La Ligne Rouge réalisée par Terrence Malick, que j'aime un peu moins certains, mais bon, on va pas chipoter. Qui reste bien meilleur que Shakespeare in Love. Et cette victoire a été considérée comme une surprise par de nombreux spectateurs et a suscité des débats sur le mérite artistique et la justice des récompenses décernées lors des Oscars. Cet événement a entraîné justement une réévaluation du processus de vote, des critères de sélection des lauréats, ainsi qu'un rappel que les Oscars ne sont pas à l'abri de controverses et de désaccords, même dans le monde du cinéma. On rappelle qu'évidemment, la personne qui avait produit Shakespeare in Love n'est autre que notre bon Harvey Weinstein. Qui était très bon pour les lobbies. Non, mais oui, mais de toute façon, il avait fait une campagne promotionnelle et visiblement, il avait vendu au jury comme un biopic et non comme une comédie romantique un peu chiante, si je pouvez me le permettre. Parce que je veux quand même dire que le jury n'avait pas vu le film. Ben oui, mais en fait c'est ça, je pense surtout parce que le film est. Non, enfin c'est Shakespeare in Love quoi. Oui. Non, mais c'est pas très bien quoi. T'as le soldat Ryan ou limite. Ah, bah c'est quand même. C'est une autre gueule. Les anciens combattants ont fait. On s'en souvient. Oui, on s'en souvient. Bon, bref. Parce que Shakespeare in Love, je crois pas qu'il passe des masses à la télévision. Non. Alors, nous avons quelques anecdotes alors justement. Oui, alors en fait, justement, là vous évoquiez le fait que tel film a été plus promu qu'un autre, mais c'est pas c'est pas ce genre de cérémonie qui garantit la qualité d'un film, mais c'est plus les sorties, enfin le public en salle qui va le voir, qui va donner ses lettres de noblesse au film. Et d'ailleurs, il faut rappeler que la cérémonie, la célébration des Oscars, c'est un peu une célébration de l'industrie hollywoodienne, on va dire. Ah bah oui. Et c'était destiné vraiment. C'est un petit cercle fermé. C'était un cercle très fermé. On peut dire endogame, si voilà. Et quelque part, voilà, et ça n'a pas toujours eu le nom des Oscars, puisque au départ ça s'appelait les Academy Awards. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est à partir de 1934 où on commence à parler d'Oscar. Et alors ça serait il y a deux anecdotes qui se rapprochent de ça et qui seraient donc une certaine ressemblance
de l'oncle de l'un des membres qui était une femme qui pouvait ressembler donc à cette statuette et qui se prénommait Oscar. Et l'autre anecdote qui détermine que ça serait l'ancien mari de Bette Davis qui se prénommait Oscar et qui ressemblait également à la statuette. Toujours est-il que en 1939 l'appellation est restée pour cette célébration du cinéma qui est la plus ancienne des spectacles et puis des médias, puisqu'elle date de 1929 quand même. Et donc à partir de 1939, on adopte l'appellation de Oscar. Ils gardent quand même le Academy Award. Quand on écoute, ils disent souvent cérémonie Oscar, oui, puis ils disent souvent merci à l'Académie. Oui. Voilà. Mais alors, je suis pas on va bientôt fêter les 100 ans. C'est la 100e édition. Je suis pas forcément d'accord, par contre, sur ce que tu as dit, qu'on célèbre, on met plus souvent à l'honneur les films dont le public était au rendez-vous. Ah non, justement, c'est justement le contraire. Je me suis mal exprimé. C'est moi qui ai compris. Non, c'est moi qui me suis mal exprimé et effectivement, ça ne concorde pas forcément avec les cérémonies ou les récompenses qui peuvent être attribuées à certains films ne sont pas forcément les récompenses qu'aurait peut-être attribué le public à ces films. Oui, mais ils voulaient pas faire un Oscar du meilleur du public ou je sais pas quoi, du plus gros box-office. Non, ça c'était au César et puis ça s'est vite arrêté. Mais là, je pense que les Oscars, on voit qu'ils tendent quand même un peu plus vers l'inclusion de l'année dernière Avatar 2 avait été nommé dans plusieurs catégories. Là cette année Barbie était nommé dans plusieurs catégories. C'est le plus grand succès. Dune 2 va partir sûrement avec Dune un 2 paquet va de trucs. être nommé dans plusieurs catégories. Il sort tôt dans l'année, c'est ça. Oui, mais je pense que si, parce que Dune 1 était le gagnant des Oscars il y a 3 ans, donc. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc je pense qu'il y a de fortes chances pour que Dune 2 ait quand même au moins. Il va déjà remporter toutes les catégories techniques. Certainement, oui. Je pense pas qu'il y ait un grand chose. Il est peut-être plus abouti que Dune 1, Dune 2. Oui, non, qu'est-ce que t'en penses? Il y a plus de visuellement, il y a plus de pognon. Ouais. Donc ça aide. Oui, ça veut pas toujours dire. Non, mais c'est pas forcément. Visuellement, les effets spéciaux sont invisibles. Moi, j'ai trouvé. Ouais. Voilà. On voit l'argent à l'écran. Mais une belle photographie, j'ai l'impression, du film. Il y a une inspiration, bien évidemment, David Lean, qui est indéniable. Oui, dans la représentation du désert, mais en plus, il y a des choix artistiques vraiment pertinents, des colorimétriques, je ne m'y attendais pas, qu'il n'y avait pas dans le premier aussi. Oui. On avait plutôt un truc assez blanc, assez... Et l'année prochaine, ils vont rajouter une nouvelle catégorie où je pense bien que Dune 2 pourrait gagner, c'est la catégorie du meilleur casting. Ah oui. C'est-à-dire récompenser en fait tous les acteurs d'un même film. C'est vrai que Dune 2 risque forcément d'être nommé puisque tous les acteurs sont bons. À mon avis, une petite nomination pour Zendaya et Rebecca Ferguson... C'est pas impossible. C'est pas impossible. Surtout Rebecca Ferguson. Et puis, il va y avoir peut-être une petite baston avec Furiosa. On sait pas. À voir. On verra. Eh bien, écoutez, c'est tout pour nous pour cette semaine. Côté programmation de la radio, demain, vous pourrez retrouver l'émission spéciale Festival Musique en Fête de 11h à 11h45. Vous retrouverez ensuite le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30. Et enfin, Destination Bien-être présenté par Anaïs de 13h à 14h. On se laisse avec une dernière chanson d'un film de Michael Mann. C'est I Will Find You de Clannad qui vient du film Le Dernier des Mohicans. Je vous dis une très bonne semaine. Bonne semaine. Merci à vous. Allez au cinéma. Un grand plaisir encore. Et à très bientôt.